expliquez-moi pourquoi et comment l'IA résoudrait le problème climatique. En optimisant notamment la consommation, la distribution d'énergie. Oui, mais ça sera marginal. Ça sera marginal pour plein de raisons. La première, c'est que en fait, le fait d'être plus efficace n'a jamais permis de consommer moins. C'est toute l'histoire technologique de l'humanité depuis 2 siècles. Alors, cornucopia, c'est la corne d'abondance. Et ça renvoie à un mythe grec très célèbre. En fait, c'était Cronos, hein, le roi des dieux, qui avait une très mauvaise habitude, c'est qu'il mangeait ses enfants à la naissance. Bon, on est chez les dieux grecs, hein, donc qui sommes-nous pour juger? C'est pas grave. Mais Il avait peur d'être il avait peur en détrôné. fait d'être détrôné. On lui Mm. avait prédit qu'un de ses enfants le détrônerait, donc il les mangeait systématiquement pour pas être embêté. Donc sa femme Rhea, qui était aussi sa sœur, donc c'est vraiment pas On ne va pas parfait juger, on a dit. chez les dieux grecs. Bon, au bout d'un moment, elle en a un peu marre, et donc quand le petit Zeus naît, elle va le cacher, et puis elle va emmailloter une pierre, et elle va donner la pierre à manger à Cronos, et elle va cacher le jeune dieu dans l'île de Crète, où c'est une chèvre ou une nymphe, alors ça dépend un petit peu, il y a toujours des versions différentes. Donc là, on va dire une chèvre qui va l'élever, en fait. Et puis le jeune Zeus, qui est déjà vigoureux, va casser une corne de la chèvre. Et pour se faire pardonner, eh bien, il va donner le pouvoir à cette corne de toujours abonder en fleurs et en fruits. Donc c'est la corne d'abondance. Et cette image, alors qui date de la mythologie, elle a été reprise à partir du début du XVIIe siècle, et en particulier par un grand écrivain, enfin un grand philosophe qui s'appelle Francis Bacon, dans la Nouvelle Atlantide. Et derrière, il va y avoir tout un mouvement cornucopien, on pourrait dire. C'était une utopie, hein, la nouvelle Voilà, Atlantide. exactement. C'est une utopie, mais qui était la première, Mm. voilà, qui est la première à vraiment théoriser le bonheur. On parlait de bonheur tout à l'heure, Anna nous parlait de bonheur, le bonheur du genre humain par la technique, Mm. par le développement des connaissances humaines. Alors, il ne parle pas encore de technologie, mais c'est bien cette idée-là. Et d'ailleurs, sur le modèle de la maison de Salomon, qui est décrit qui est une sorte d'EPFL de l'époque, on pourrait dire, seront fondées l'Académie royale des sciences en Angleterre, puis en France. Donc, c'est vraiment cette idée qu'en fait, en segmentant un peu les différentes disciplines et en se développant dans toutes les disciplines, et bien dans l'agriculture, dans les matériaux, dans les sciences physiques, etc., eh bien, on allait aller vers l'abondance et vers le bonheur. Mhm. Et cette image-là, en fait, elle sera reprise à partir des années 1950, où il va y avoir des premières inquiétudes sur finalement, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers une grande pénurie, vers un grand effondrement? Il faut savoir qu'à l'époque, il y a une poussée démographique évidemment très importante. Il y a aussi ce qu'on appellera bientôt le développement, donc c'est l'augmentation de la consommation par personne. Et évidemment, la multiplication des deux, plus de gens qui consomment chacun plus, eh bien, est-ce que ça ne va pas nous faire heurter des limites planétaires? On ne parle pas encore de limites planétaires, mais c'est cette idée-là. Et en fait, en face de ces premières inquiétudes écolo, eh bien, des cornucopiens, donc plutôt des gens qui sont des futurologues, des économistes, des prospectivistes, vont penser un futur au contraire qui va nous amener vers l'abondance. Alors c'est vraiment sympathique de relire des rapports de l'époque. Ce sont les voitures volantes, les jets hypersoniques, déjà la conquête spatiale, la conquête de la Lune, déjà l'intelligence artificielle générale, repousser l'âge de la mort. Voilà, on retrouve un peu finalement toutes les promesses qui sont plus actuelles que jamais, Mhm. mais dès les années 50. Et donc voilà, c'est ce grand combat qui va y avoir des années 50 aux années 80 qu'on a un peu oublié, parce qu'évidemment, chaque génération un peu réinvente évidemment, ses propres réflexions et ses propres lignes de débat. Mais ça a été un débat très actif entre les années 50 aux années 80 sur la question notamment des ressources limitées. Et est-ce que finalement le progrès technologique allait nous amener vers l'abondance ou vers la pénurie? Mhm. Et donc ce cornucopianisme, aujourd'hui, vous le remettez en question. Vous dites qu'il est plus actif que jamais, plus présent que jamais à notre époque. Alors, on vit une poussée cornucopienne totalement incroyable, effectivement. Alors, peut-être d'ailleurs, on est tous un petit peu cornucopiens, puisque Mhm. on n'est pas en train de s'inquiéter, de dire demain matin, on va manquer de cuivre, de nickel, de cobalt. Bon, alors il peut y avoir une question sur est-ce qu'il y en aura quand même assez pour faire des voitures électriques? Est-ce qu'il faut ouvrir des mines en Europe, etc. Il y a des questions de ce type-là. Mais globalement, effectivement, il y a eu un progrès technologique
indéniable ces dernières décennies. Et évidemment, l'IA vient mettre une couche très, très surprenante là-dessus, puisque c'est effectivement assez bluffant ce que peut produire cette IA générative, après qu'il y ait eu un peu la génération de l'IA plutôt de perception et de compréhension des images, etc., des fois. Et aujourd'hui, effectivement, les grands barons de la tech, finalement, sont vraiment rentrés dans une logique presque prophétique sur ce monde incroyable qu'on va vivre grâce à l'IA. Donc, pour vous donner juste quelques exemples, Bill Gates, donc très, très lié évidemment à OpenAI et à Sam Altman, hein, puisqu'ils fournissent la plupart des centres de données, des capacités de calcul. Bill Gates, il dit, voilà, dans les décennies qui viennent, fabriquer des choses, faire bouger des choses, faire pousser de la nourriture, ce seront des problèmes résolus. Hein, donc il n'y aura plus de sujet. Jensen Huang, le cofondateur, enfin le fondateur de Nvidia, donc vous savez les fameuses puces, il vend les pelles et les pioches de la ruée vers l'or de l'IA quelque part, hein, des outils de l'IA. Lui, il dit tout ce qui bouge sera robotique. Tout ce qui bouge. Donc ça veut dire voilà, l'ensemble, imaginez l'ensemble des objets, l'ensemble des robots, etc. Sam Altman, il parle d'une loi de Moore de tout. Donc vous connaissez la loi de Moore, hein, cette idée, cette loi empirique hein, qui a été exprimée la première fois par Gordon Moore, donc qui travaillait chez Intel dans les années 60, avec l'idée en gros que les microprocesseurs deviennent de plus en plus denses en transistors, en nombre de transistors, donc en capacité de calcul, et puis de moins en moins chers aussi. Donc ça a permis voilà, d'avoir des capacités de calcul dans la poche un peu incroyables, entre autres, et de moins en moins chères. Lui, voilà, Sam Altman, il dit tout va devenir quasiment gratuit. C'est-à-dire que tous les 2 ans, on vivra une loi de Moore de tout, c'est-à-dire que tous les 2 ans, tous les prix de tous les objets et de tous les services vont être divisés par 2. Imaginez un monde où tout, les voitures, les réfrigérateurs, les maisons, j'en sais rien, les smartphones, tout ce que vous voulez, la nourriture sera divisée par 2. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il imagine ça ? Il dit parce qu'au début, on va construire une première génération de robots, et puis après, les robots vont construire des robots, qui vont construire des robots, puis on aura plein de robots qui vont construire tout seul. Donc tout va devenir gratuit. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Mais là, on est dans le champ de la science-fiction, presque, voire de la futurologie. Il n'empêche que c'est souvent ce chemin-là que prennent les ingénieurs, les scientifiques, les chercheurs pour ensuite développer des technologies. Il est indéniable que c'est grâce à des innovations que nos appareils à usage quotidien sont moins énergivores, que la voiture électrique existe, quoi qu'on en pense, mais c'est quand même a priori pas le pire, que les batteries deviennent de plus en plus efficaces, moins demandeuses en matériaux, que la miniaturisation progresse. Donc on ne peut pas nier que tout cela est le fait de la technologie et que ça va bien dans le sens sinon ça ne va pas sauver le monde tout de suite, mais quand même de ce souci environnemental aussi. Alors, je vais surtout pas me nier le progrès technologique. Il est évidemment indéniable. En gros, pour faire simple, c'est l'électronique, la microélectronique, associée à la chimie des batteries. Ça, c'est plutôt les années 80 et les Japonais qui vont inventer la batterie lithium-ion. Donc, ça allège beaucoup les choses. Voilà. Et la somme de ces 2 trucs-là, plus quelques nouveaux matériaux, ça fait effectivement des objets un peu incroyables. Et puis des spectacles du Nouvel An en Chine avec 22 000 drones qui vous font des feux d'artifice virtuels tout à fait impressionnants. L'idée, c'est pas ce propos-là. La question, c'est de se dire jusqu'où ça va aller et quelles sont les conséquences environnementales potentielles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous ai juste parlé de la loi de Moore de tout, mais Sam Altman, il dit pas que ça. Sam Altman, il dit que l'intelligence artificielle va trouver toutes les lois de la physique. Toutes les lois de la physique, c'est-à-dire en gros réconcilier Einstein et Schrödinger, quoi. La physique quantique et la relativité générale. Alors je suis très impressionné par les capacités de rédactionnelles, par les capacités de traduction, par 1000 choses évidemment. De là à découvrir toutes les lois de la physique, là effectivement, il franchit un pas qui peut être discutable. Deuxième exemple, effectivement, grâce à l'IA, on va résoudre le problème climatique. Alors je cherche le cas d'usage. Expliquez-moi pourquoi et comment l'IA résoudrait le problème climatique. En optimisant notamment la consommation, la distribution d'énergie. Bah ouais, mais ça va pas résoudre. En identifiant aussi les points critiques d'émissions. Oui, ça sera marginal. Ça sera marginal pour plein de raisons. La première, c'est que en fait, le fait d'être plus efficace n'a jamais permis de consommer moins. C'est toute l'histoire technologique de l'humanité depuis 2 siècles. En fait, le problème je vous ai menti un peu tout à l'heure, désolé.
en disant que les inquiétudes environnementales avaient commencé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale avec la poussée démographique et la poussée de la consommation. En fait, c'est bien plus vieux. On pourrait remonter à minima à la fin du XVIIIe siècle, ou en tout cas au XIXe siècle, où il y avait déjà des inquiétudes sur, par exemple, la consommation de charbon et le fait qu'on consommait de plus en plus de charbon. Donc en Angleterre, par exemple, les gens se posaient la question, dans la Chambre des élus, etc., sur le fait est-ce qu'il fallait continuer à exporter le charbon anglais dans le monde entier, dans l'Europe, qui commençait à s'industrialiser, et est-ce qu'on ne devait pas garder ce charbon pour le XXe siècle et pour les générations futures anglaises. Et dans ces années-là, en fait, on fait beaucoup de progrès sur les machines à vapeur. Il y a des gens qui travaillent sur la question d'optimiser les rendements à travers les températures, la pression des gaz. On améliore la mécanique, donc du coup, il y a moins de pertes dans les cylindres, etc. Donc il y avait une vraie trajectoire de progrès technologique et d'efficacité, qui était vraiment cette idée que eh bien, les machines à vapeur consommaient de moins en moins de charbon pour produire la même quantité de travail mécanique. Et donc l'idée, c'était que du coup, grâce à ça, finalement, on allait non pas consommer de plus en plus de charbon, mais de moins en moins. Et il y a un économiste qui s'appelle William Stanley Jevons qui a écrit un rapport. Il est connu pour d'autres travaux aussi, mais ce rapport-là est célèbre, The Coal Question, la question du charbon, où en fait il dit, non, c'est exactement l'inverse qui se passe. Moins les machines vont consommer de charbon, plus elles vont être efficaces et plus la consommation totale de charbon va être importante. Ce qui paraît un petit peu bizarre. Et en fait, c'est parce qu'évidemment, il n'y a pas qu'une question technique, il y a une question technico-économique. C'est-à-dire que si chaque machine consomme moins pour produire la même quantité de travail, eh bien à ce moment-là, le travail mécanique fourni par la machine va être moins cher. Si le travail est moins cher, on va pouvoir installer ces machines dans de plus en plus de fabriques, de manufactures. Et donc, chaque machine consommera moins unitairement, mais il y aura beaucoup plus de machines. Et le total des deux fait que la consommation de charbon continuera à augmenter. Et ce qu'on appelle cet effet rebond, ou le paradoxe de Jevons, en fait, poursuit l'humanité. On n'arrive pas à capturer les gains d'efficacité, les gains d'efficience. Je vais vous prendre juste quelques exemples récents, c'est très simple. Dans le domaine aérien, on n'a jamais été aussi efficace. C'est juste incroyable. Les turboréacteurs aujourd'hui, avec des alliages au rhénium, très haute température de fonctionnement, n'ont jamais consommé aussi peu de kérosène. Les avions sont très bien remplis grâce à des politiques tarifaires. Donc le coût kérosène, si vous voulez, au CO2 par kilomètre passager s'est écroulé. Quand on regarde la courbe, elle est très impressionnante. Sauf que ça a permis aussi, évidemment, l'essor de l'aviation low cost. Ça permet que vous alliez voir le concert de vos copains préférés, je ne sais pas où, en Irlande, que les gens viennent en Europe pour voir les concerts de Taylor Swift. Les Américains viennent parce que c'est moins cher. Voilà, ça a permis tout ça. Et donc, au global, la facture environnementale de l'aérien continue à augmenter. L'endroit où cet effet rebond est le plus impressionnant, c'est évidemment le numérique. Le numérique, aujourd'hui, les appareils n'ont jamais aussi peu consommé. Les data centers, on optimise la température de fonctionnement, leur architecture. Ils sont mis en veille quand il faut. Ils sont refroidis à l'eau froide. Ils peuvent même chauffer d'autres bâtiments. On n'a jamais été aussi efficace. La 5G, les réseaux 5G télécom, pour transporter un octet, une unité d'information, c'est 100 fois plus efficace qu'un réseau 3G ou 4G. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'évidemment, la quantité d'informations que nous produisons, que nous échangeons, que nous stockons, que nous calculons maintenant avec l'IA, a jamais été aussi grande et progresse bien plus vite que les gains technologiques. Donc, dès qu'on se dit, attention, oui, on va être plus efficace, on va optimiser, attention, qu'est-ce que ça veut dire en fait en termes d'usage ? C'est-à-dire, et là, c'est là qu'on rejoint évidemment toute la pertinence de ce cours qui vous est présenté aujourd'hui. Et la chance que vous avez, que vous ne mesurez pas encore, c'est que les solutions ne peuvent pas être juste techniques. Elles sont forcément socio-techniques. Elles embarquent forcément la question des usages.